Bonjour, nous sommes rendus à la leçon 6 du cours Guerre et paix au Moyen-Orient. Dans la Première Guerre mondiale, il y a deux populations faisant partie des habitants de l'Empire ottoman qui étaient déjà en conflit avec les autorités ottomanes avant la guerre et pour qui la guerre a beaucoup aggravé a exacerbé le conflit, ce sont les Arméniens dont nous avons parlé dans la leçon précédente et les Arabes. Avant de parler de la révolte arabe qui a lieu dans l'Empire ottoman pendant la guerre, il faut rappeler ce qu'est le nationalisme arabe et comment il s'est développé. Alors, nous avons déjà parlé des nationalismes dans l'Empire ottoman et nous avons vu qu'ils se diffusent à partir d'idées venues de l'Europe occidentale ou l'Europe centrale et que ça se diffuse d'ouest en est, d'abord les chrétiens qui vivent en Europe, dans la région des Balkans, ensuite les chrétiens qui vivent en Anatolie, en Asie, les Arméniens, ensuite les Turcs, dont le nationalisme se développe à peu près en même temps que celui des Arméniens, et enfin les Arabes, qui sont les plus éloignés de l'Europe et donc qui deviennent nationalistes un peu après les autres. Et les Arabes vont développer un nationalisme assez différent de celui des autres groupes minoritaires de l'Empire, les Grecs, les Serbes ou les Arméniens. Ceci pour deux raisons principales. La première, c'est que les Arabes ne peuvent pas se distinguer des Turcs par la religion, parce que tous les Arabes ne sont pas musulmans, mais la majorité d'entre eux l'est de très loin. Les Turcs sont musulmans aussi. Et donc, le critère de la religion, qui a été le critère d'identification des nations, notamment pour les Grecs et pour les Arméniens, et qu'il est devenu en réaction par rapport au nationalisme grec et arménien, le nationalisme turc s'est défini lui aussi à partir de la religion. En Anatolie, les Grecs vivant en Anatolie, les Arméniens vivant en Anatolie, les Turcs vivant en Anatolie parlaient la même langue. Le critère d'identification entre eux, c'est la religion. Et les Arabes musulmans, s'ils veulent développer un nationalisme différent de celui des Turcs, ils ne peuvent pas se distinguer des Turcs en utilisant la religion comme critère pour se distinguer des Turcs. La deuxième raison qui fait que le nationalisme arabe va se définir de façon assez différente de tous les autres qui se sont développés avant lui dans l'Empire ottoman, c'est que parmi les gens qui parlent l'arabe, notamment dans la région de la Syrie au sens large, c'est-à-dire la Syrie, les Libans et la Palestine plus au sud, qui est ce qu'on appelait la Syrie dans le langage courant, dans l'Empire ottoman, ça ne correspond pas à une unité administrative de l'Empire ottoman, mais ça correspond à une région géographique et sociologique ayant un peuplement qui s'identifie comme vivant dans cette région-là. Or, parmi eux, il y a un nombre important de chrétiens. Et ces chrétiens sont ceux qui sont les plus influencés par les établissements d'enseignement occidentaux qui se sont établis notamment à Beyrouth. Alors, c'est intéressant de savoir qu'il y a une université américaine encore aujourd'hui à Beyrouth qui a été fondée en 1866. Au départ, ça s'appelait le Collège protestant de Beyrouth. Et il y a une université catholique et francophone, l'université Saint-Joseph, qui existe toujours aujourd'hui à Beyrouth, et qui a été fondée en 1875. Et ces universités
diffuse un enseignement qui est un enseignement de standard des universités occidentales et diffuse évidemment une partie des idées politiques du monde occidental, que le nationalisme pénètre dans cette région en partie par ces universités, et donc d'abord auprès des chrétiens, même s'il y a des musulmans à l'université américaine ou à l'université francophone, à l'université Saint-Joseph à Beyrouth. Il y en a aujourd'hui, il y en avait au 19e siècle. Alors, pas les chrétiens du monde arabe ne peuvent pas développer un nationalisme à identité religieuse parce que ils sont trop peu nombreux et trop dispersés. Il y a au moins 4 ou 5 églises chrétiennes différentes en Syrie et au Liban, parmi la population chrétienne. Et donc, à la différence des Grecs plus au nord ou des Arméniens plus au nord, qui étaient des églises nombreuses, hein, on ne peut pas faire une nation avec des chrétiens qui appartiennent à des églises différentes. Donc, ces chrétiens vont coopérer avec des musulmans, hein, et le nationalisme arabe qui émerge dans le dernier quart du XIXe siècle, il est très original par rapport à tous les autres nationalismes de la région, parce qu'il n'est pas confessionnel, il est linguistique. Le critère d'identification de la nation, c'est la langue. Et dans tous les mouvements d'idées, bien sûr très minoritaires, qui se développent dans des villes auprès de gens instruits, à Beyrouth et à Damas principalement, les groupes nationalistes qui se développent dans cette région le font sur la base de la langue, pas d'où un nationalisme arabe. L'arabe c'est une langue, c'est pas une religion. Après la révolution de 1908, qui très temporairement met fin à l'oppression très grande qui existait dans l'Empire ottoman sous le sultan Abdulhamid, des organisations nationalistes arabes vont se créer, qui d'ailleurs en 1908 coopèrent avec le comité Union et Progrès, qui est le vecteur principal du nationalisme turc. Ces organisations vont commencer à être interdites dès l'année suivante, pas dès 1909. Le nationalisme turc se radicalise. Et la politique de ces nationalistes turcs va contribuer au renforcement d'un mouvement nationaliste arabe à base linguistique en Syrie, parce que bon, les nationalistes turcs, je crois vous l'avoir déjà dit dans une leçon précédente, dans les années qui vont de 1909 à 1914, ils vont imaginer de faire de l'Empire ottoman un État national, et que les Grecs et les Arméniens sont inassimilables à cause de la différence de religion. Et que donc, d'une façon ou d'une autre, il va falloir les marginaliser ou les exclure. En revanche, les Arabes, qui sont en majorité musulmans, eux, on peut essayer d'en faire des Turcs. De la même façon que les Turcs font des Turcs avec les Kurdes. Les Kurdes qui quittent leurs montagnes, qui vont s'installer en ville, qui doivent parler le turc pour pouvoir se débrouiller en ville, se mettent à être considérés comme des Turcs. Ils sont musulmans, ils ont appris la langue des Turcs, et donc ils sont des Turcs, ça ne pose pas de problème. Cette identification-là, elle n'est pas possible pour les Arabes, parce que leur langue, à leurs yeux, a beaucoup plus de valeur que la langue des Turcs. Et donc, le nationalisme arabe se développe sur une base linguistique,
et les nationalistes turcs qui cherchent à turquifier les Arabes, notamment qui a utilisé le réseau d'écoles publiques très partiel qui existe en Syrie, mais qui existe un peu, d'essayer de l'utiliser pour scolariser les enfants des Arabes en turc. Évidemment, ça ne marche pas. Et ça suscite une hostilité très grande chez les Arabes. Donc ça renforce ce nationalisme arabe, qui reste un phénomène urbain, qui reste un phénomène des gens qui peuvent envoyer leurs enfants à l'école. Dans le fin fond des campagnes, le nationalisme touche peu la population arabe. Dans le fin fond des campagnes turques aussi, d'ailleurs, les gens sont très peu préoccupés de nationalisme ou de l'avenir de la nation. Alors, ce nationalisme arabe, dans cette période qui précède 1914, il va envisager plusieurs solutions. Il va défendre des programmes de donner à l'Empire ottoman une structure beaucoup plus décentralisée, voire même certains d'entre eux découvrent cette chose qui existe en Europe à l'époque, qui s'appelle l'Autriche-Hongrie, dans lequel l'empereur, qui est empereur à Vienne, est roi en Hongrie, et où il y a deux États là qui sont complètement liés pour ce qui est de leur politique extérieure, mais qui ont leurs deux parlements et qui ont leurs deux législations, et qui sont, du point de vue de leur situation interne, fonctionnent comme deux États indépendants. Des Arabes qui disaient que ce serait une bonne idée, le sultan calife, là, Istanbul, qui a le respect de beaucoup de musulmans, même dans les pays arabes. Bon, il pourrait être sultan pour les Turcs à Istanbul, et puis sultan pour les Arabes, quelque part à Damas, par exemple, et on aurait cette double monarchie turco-arabe, comme il y a une double monarchie austro-hongroise en Europe. Bon, tous ces projets-là, toutes ces spéculations-là ne vont conduire à rien du tout. Les nationalistes arabes sont de plus en plus persécutés à mesure que le temps passe. En 1913, ils vont devoir tenir un congrès à Paris parce qu'il n'y a plus moyen de l'organiser à l'intérieur de l'Empire ottoman. Tous ces mouvements font toujours attention d'avoir un nombre égal de délégués chrétiens et de délégués musulmans aux différents congrès, d'avoir des mouvements qui ont deux dirigeants, un dirigeant chrétien et un dirigeant musulman. Donc c'est intéressant de connaître l'originalité de ce nationalisme qui n'est pas à définition confessionnelle, qui ne se définit pas par l'identité religieuse, mais qui se définit par l'identité linguistique. Alors, qu'est-ce qui arrive aux Arabes à partir du moment où l'Empire ottoman entre en guerre? D'abord, beaucoup de soldats arabes participent au combat et aux difficultés des soldats turcs. Les pénuries de la guerre existent partout. Il y a une famine très très grave en Syrie et au Liban pendant la guerre. Il y a aussi une politique de répression par l'administration turque. Les gens qui sont suspects d'être d'une façon ou d'une autre des nationalistes arabes ou des récalcitrants, des gens qui risquent de ne pas soutenir l'effort de guerre de l'Empire, sont réprimés, pendus, déportés dans certains cas. Un certain nombre de dirigeants de la communauté chrétienne libanaise. Je vous ai dit à l'instant, il y a une université francophone à Beyrouth. Il y a dans les montagnes libanaises, il y a une zone autonome là, à majorité chrétienne, qui est déjà une sorte de protectorat français, tout en continuant à faire partie de l'Empire ottoman, et certains des dirigeants des grandes familles de cette région sont déportés vers le nord. Pas pendant qu'on déporte les Arméniens qui sont au nord, on les déporte vers le sud. Il y a des chrétiens libanais qui sont déportés vers le nord. Ce n'est pas une déportation massive, c'est seulement des notables ou des chefs de famille avec leur famille qui sont déportés
qui sont déportés dans le nord. Certains vont survivre, vont pouvoir revenir au Liban après la guerre. Donc les provinces arabes de l'Empire ottoman connaissent un sort qui est moins tragique que celui des Arméniens et des musulmans vivant dans les régions proches du front russe, dont je vous parlais dans la leçon précédente, mais à Damas, à Bagdad, à Beyrouth, à Jaffa et dans les campagnes autour, la Première Guerre mondiale, c'est aussi une période de misère, de conscription des soldats, de perte de soldats qui disparaissent, de répression de tous les mouvements qui sont considérés comme inquiétants à tort ou à raison par l'administration turque, et des problèmes, une période de pénurie, notamment de pénurie alimentaire importante. La révolte arabe, elle n'aura pas lieu à cet endroit-là, elle aura lieu beaucoup plus au sud, parmi des gens qui n'étaient pas du tout des nationalistes arabes quand ils se révoltent. Alors, le sud arabe de l'Empire ottoman, c'est le Hedjaz. Le Hedjaz, c'est la région de la Mecque et Médine. À la Mecque, il y a un homme qui a le titre de shérif de la Mecque. Ce n'est pas un gouverneur. Le shérif de la Mecque, c'est un arabe, c'est un homme qui s'appelle Hussein, qui appartient à la famille hachémite, c'est-à-dire à des familles de gens qui sont les descendants du prophète. Et en tant que tel, ça lui donne le droit d'être le shérif de la Mecque, c'est-à-dire le gardien des lieux saints. Il ne gouverne pas la province, mais il a un rôle très éminent ou prééminent dans ce qui est la plus grande ville de pèlerinage pour les musulmans. Cet homme, Hussein, il est devenu shérif en 1908. Il a été nommé d'ailleurs par les dirigeants jeunes turcs quand il n'était pas encore devenu totalement autocratique, et il a été nommé là parce qu'il le considérait comme une sorte de sympathisant, comme un des Arabes avec lesquels les nationalistes turcs pourraient coopérer. Et Hussein, avant la guerre et au début de la guerre, va avoir des contacts avec des étrangers pour savoir comment il pourrait améliorer son pouvoir à la Mecque. Et notamment, il a des négociations avec l'administration britannique qui est établie au Caire. Vous vous souvenez que l'Égypte est un protectorat de fait de la Grande-Bretagne depuis déjà longtemps, lorsque commence la guerre en 1914, et que, au moment de l'entrée de l'Empire ottoman dans la guerre, les Britanniques proclament l'indépendance de l'Égypte de l'Empire ottoman et leur protectorat sur l'Égypte. Et ils envoient des forces armées assez importantes en Égypte pour protéger l'Égypte contre le risque que les Turcs, encouragés par les Allemands, aillent s'emparer du canal de Suez. Donc il y a au Caire des hauts fonctionnaires égyptiens qui supervisent toute la politique britannique dans la région et qui prennent des contacts avec Hussein, le shérif de la Mecque. Et il va y avoir une négociation par échange de lettres entre Hussein et le haut commissaire britannique au Caire, dans lequel Hussein promet de se révolter contre les Turcs à condition de recevoir une aide militaire, des armes notamment, et à condition de se faire promettre l'indépendance des provinces arabes de l'Empire ottoman sous sa souveraineté ou suzeraineté. Tout ça est très ambigu. On ne sait pas s'il s'agit de créer
un État arabe ou une confédération d'États arabes. Et il y a un désaccord sur les limites de ce territoire. Les Anglais trouvent que Hussein veut vraiment étendre son domaine trop au nord et ils contestent que cet État arabe peut être que ce qui est aujourd'hui à peu près le Liban et la côte méditerranéenne de la Syrie. La correspondance dit ça n'est pas purement arabe. Il est clair que là, le fonctionnaire britannique confond arabe et musulman. Qu'effectivement, il y a un nombre très grand d'habitants de ce territoire, le long de la côte, qui est devenu le Liban, un territoire au nord du Liban, qui sont des gens de langue arabe, mais qui ne sont pas musulmans, qui sont chrétiens ou alaouites en Syrie, et les alaouites, on peut discuter pour savoir si c'est vraiment des musulmans ou pas. Bon, c'est une secte qui vient de l'islam. Si on veut pinailler, on peut prétendre que les gens qui vivent dans cette région, les échanges de lettres britanniques disent que ce n'est pas une population qui n'est pas purement arabe. Bon. Et en fait, nous verrons dans quelques minutes que le problème des Anglais, c'est qu'ils avaient promis ça aux Français par des accords secrets et que donc ça pose un problème de le promettre aussi à cet allié, Hussein, dont ils essaient de faire un allié. Et la révolte arabe commence. Donc, ce désaccord n'est pas réglé, mais malgré ce désaccord, Hussein appelle les Arabes à se révolter contre l'Empire ottoman, et cette révolte, elle est lancée en juin 1916. Donc ça a pris presque 2 ans, enfin 1 an et demi depuis l'entrée en guerre de l'Empire ottoman, pour que l'homme qui va devenir le leader de cette révolte se décide à l'ordonner. Il a hésité énormément. Il vaut la peine pour nous de remarquer une chose. Je vous ai parlé déjà dans cette leçon, dans ce cours, de la perception inégalitaire que l'on a en Europe des autres peuples. L'idée qu'il y a une hiérarchie des peuples dans le monde, et que les Turcs ou les Arabes appartiennent à une sorte de catégorie intermédiaire entre les vrais humains, qui sont les Européens chrétiens, et les peuples les sauvages, les peuples indigènes, ceux qu'on peut coloniser facilement, notamment en Afrique, au sud du Sahara. Et cette conception inégalitaire de l'humanité, qui est très importante pour comprendre beaucoup de choses pendant très longtemps, dans les relations du Moyen-Orient avec le reste du monde, elle se manifeste de façon assez tragique à ce moment-là. Une des règles de la législation internationale sur la guerre, c'est qu'on n'a pas le droit, dans une guerre, d'utiliser des gens qui sont citoyens d'un pays contre leur propre pays. Il y avait des Alsaciens qui vivaient en France et qui étaient citoyens allemands. Ils n'étaient pas du tout considérés individuellement comme des ennemis, mais on n'a pas voulu les mettre dans l'armée pour aller combattre les Allemands. En Russie, il y a eu beaucoup de Tchèques qui étaient dans l'armée austro-hongroise, qui ont été faits prisonniers par les Russes et qui ont demandé à être organisés, enfin leurs leaders politiques ont demandé à ce qu'ils soient organisés, qu'ils ne restent pas dans des camps de prisonniers, qu'ils soient organisés en unités militaires pour combattre contre l'Autriche-Hongrie. Et les Russes ont constitué cette unité militaire, mais ne l'ont jamais engagée contre l'armée austro-hongroise, parce que c'était interdit par les règles internationales, parce que ces gens auraient été considérés comme des traîtres s'ils étaient faits prisonniers une deuxième fois et auraient pu être fusillés tout de suite. Alors, c'est remarquable, pas que cette interdiction d'utiliser contre un pays ses propres citoyens, que les Européens respectent entre eux dans la Première Guerre mondiale. Les Russes ne le respectent pas
vis-à-vis de l'Empire ottoman, puisqu'ils utilisent dès le début de la guerre des volontaires arméniens, dont beaucoup sont des gens qui sont des sujets ottomans, qui ont fui en Russie pour participer à ces unités militaires, et les Britanniques soulèvent les Arabes, qui sont des sujets ottomans, contre l'Empire ottoman, sans aucun scrupule, sans aucune hésitation. Et pour encadrer ces combattants arabes, ils vont envoyer un officier britannique parlant l'arabe du nom de Lawrence, qui est devenu très célèbre en écrivant un livre après la guerre intitulé Les 7 piliers de la sagesse, qui raconte de façon extrêmement romancée, il le dit lui-même, son aventure de conseiller des Arabes dans cette révolte. Et les Britanniques vont libérer des camps de prisonniers. Ils avaient un certain nombre de prisonniers arabes qu'ils avaient fait soit aux Dardanelles, je vous en ai déjà parlé, soit dans les opérations en Irak. Il y avait des officiers de l'armée ottomane, donc des gens qui avaient une compétence militaire, qui sont libérés, à qui on propose de sortir du camp de prisonniers pour aller instruire les insurgés arabes du Hedjaz, pour leur apprendre à se servir de fusils, ils le savaient, mais leur apprendre éventuellement à se servir d'une mitrailleuse, par exemple, ou des choses comme ça. Et certains de ces hommes, j'aurai l'occasion d'y revenir, vont jouer un rôle assez important dans l'histoire arabe ensuite. Donc il y avait là quelque chose qui était complètement contraire au droit international de l'époque et qui est fait sans aucun scrupule par les puissances européennes dans leur guerre contre l'Empire ottoman. Il y a les pays qui sont considérés comme des pays civilisés et qui respectent à peu près les règles entre eux dans la guerre, et puis il y a ce pays inférieur, l'Empire ottoman, avec lequel tous les coups sont permis. Donc la révolte commence avec ces combattants arabes du désert qui sont la plupart du temps des bédouins, pas des nomades, qui vont faire de la guérilla contre les Turcs en étant commandés par le troisième fils de Hussein, un dénommé Faisal, qui devient le chef de guerre de l'armée levée au nom de son père, le shérif de la Mecque, et le leader de la révolte contre l'Empire ottoman. Pendant la guerre, Hussein va se proclamer roi des Arabes. Les Britanniques vont le reconnaître comme roi du Hedjaz, et non pas comme roi de l'ensemble des Arabes. En 1918, lorsque l'Empire ottoman va demander l'armistice, en octobre 1918, les forces britanniques venues d'Égypte sont rendues au nord de ce qui est la Syrie aujourd'hui, et les forces arabes, les forces de guérilla arabes, qui combattent plus à l'est contre les Turcs, dans la région du désert, vont prendre Damas. Et Faisal, le chef de cette armée, s'installe à Damas et essaie de créer un gouvernement pour le territoire syrien partiel qu'il contrôle à cet endroit-là. En 1920, Faisal sera proclamé roi de Syrie par les nationalistes arabes à Damas. Et le frère plus âgé qui est donc le deuxième fils de Hussein, Abdallah, va être reconnu à peu près en même temps roi d'Irak, à Bagdad. Donc il y a deux monarchies arabes là qui semblent vouloir s'établir. Le Hedjaz a une reconnaissance internationale. Le Hedjaz participe à la négociation à Paris en 1919. Faisal, qui n'est pas encore devenu roi de Syrie, dirige la délégation du Hedjaz à la conférence de la paix à Paris. Le Hedjaz va signer le traité de Versailles, qui est signé en juin 1919. Le Hedjaz est devenu un
pays souverain reconnu dans le monde. La révolte arabe et le rôle des membres de cette famille. Une des choses qu'il faut bien retenir, c'est que il y a un nationalisme arabe assez fort à Damas, moins fort à Bagdad, mais un nationalisme réel de gens des villes, de gens instruits, de peut-être certains officiers arabes de l'armée ottomane, notamment ces officiers qui vont être libérés des camps de prisonniers par les Britanniques pour aller aider la révolte du Hedjaz, mais il y a ces princes arabes venus de la Mecque qui deviennent les leaders apparents de la revendication des Arabes et qui sont des gens très différents, qui ne viennent pas vraiment du nationalisme arabe, et que les nationalistes à Damas et à Bagdad vont accepter comme leaders et vont soutenir comme leaders parce que ces hommes ont un atout, une ressource très importante, c'est le soutien des Britanniques. Et ces hommes, ils ont une force, c'est le soutien des Britanniques, et une faiblesse politique, c'est qu'ils sont persuadés qu'ils ne peuvent rien faire sans le soutien des Britanniques. Ça va être un des problèmes du nationalisme arabe au sortir de la guerre. Donc, en 1918, je dirais, les Arabes font partie des vainqueurs. Ils ont des dirigeants qui ont participé à la guerre, qui sont reconnus officiellement par les vainqueurs comme faisant partie des vainqueurs. Ils apparaissent comme en position de force pour négocier l'avenir de leur peuple et des pays dans lequel ce peuple arabe est majoritaire. Mais ils ont cette ambiguïté, pas de la division entre de la coopération nécessaire entre des hommes qui ont des visions très différentes, entre les nationalistes urbains, ceux qui étaient nationalistes déjà nettement bien avant 1914, et ces princes dont le rôle est lié à la guerre et vient du soutien que leur ont donné les Britanniques dans la guerre. Et l'établissement de Faisal à Damas et de Abdallah à Bagdad en 1920 comme roi, tous les deux, pas Faisal, roi de Syrie, Abdallah, roi d'Irak, ça apparaît comme l'acceptation de la création de plusieurs États arabes et l'acceptation de plusieurs États arabes qui est acceptée aussi, nous le verrons dans la prochaine leçon, par les nationalistes turcs qui sont en train de s'organiser plus au nord et qui déclarent très clairement que les provinces arabes, ça ne les intéresse plus. Alors bien sûr, il va y avoir une contestation sur où passe la limite entre les pays où la majorité de la population, ce sont des Turcs, et les pays où la majorité de la population, ce sont des Arabes. Parce que bien sûr, il y a une zone incertaine, pas dans l'Empire ottoman, il n'y avait pas de frontières à cet endroit-là. Donc les populations se mélangeaient. Mais disons que la division de l'Empire ottoman, le fait que l'Empire ottoman, c'est fichu, ça n'existera plus ou ça existera peut-être seulement au nord, dans la région peuplée en majorité de Turcs, mais que la séparation des provinces arabes de l'Empire ottoman dirigé par des Turcs apparaît dès 1919 comme une évidence pour tout le monde. L'unité de ce monde arabe, ça, c'est plus problématique. C'est plus problématique dans la tête des dirigeants arabes eux-mêmes, de ces nouveaux dirigeants, ces princes hachémites qui deviennent les leaders de la nation arabe ou des États de la nation arabe. Et c'est aussi un problème à cause du rôle des grandes puissances.
Et parce que pendant la guerre, les Français et les Britanniques d'abord, enfin les futurs vainqueurs, ont négocié entre eux pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire des territoires de l'Empire ottoman lorsque la guerre serait finie, lorsqu'ils auraient gagné la guerre. Et ça donne les fameux accords Sykes-Picot, qui sont l'objet de polémiques jusqu'à aujourd'hui concernant la région du Moyen-Orient. Il continue à y avoir des gens au Moyen-Orient qui pensent que tous les malheurs de la région sont venus des accords Sykes-Picot. Les accords Sykes-Picot, c'est pas du tout quelque chose de très brillant, mais c'est quelque chose dont il ne faut pas exagérer l'importance. Bon. Monsieur Mark Sykes et Monsieur George Picot sont deux fonctionnaires, un fonctionnaire britannique et un fonctionnaire français, qui ont discuté entre eux de qu'est-ce qu'on fait avec l'Empire ottoman. Ils ont pris des cartes, ils ont fait des divisions, et un accord a été signé entre le gouvernement britannique et le gouvernement français en mai 1916. Et puis cet accord, il va être transmis aux Russes, qui avaient déjà dit qu'est-ce qu'eux ils voulaient, donc on a proposé ça aux Russes, qui l'ont accepté, et ça sera proposé plus tard aux Italiens pour faire entrer les Italiens dans la guerre, et ça sera accepté plus tard par les Italiens. Alors, je vous montre une carte de qu'est-ce que ça donnait les accords Sykes-Picot tels que négociés et acceptés par les 4 futurs vainqueurs. Ils ne sont pas encore vainqueurs, les Anglais, l'Angleterre, la France, la Russie et l'Italie, tels que fixés en 1916. Alors, sur cette carte, il y a deux... Elle est en anglais, je le regrette, c'est la meilleure carte que j'ai trouvée. J'aurais préféré en trouver une en français que je peux vous montrer. Je ne l'ai pas trouvée sous une forme qui soit montrable sur l'écran de l'ordinateur. Alors, les Russes se font promettre, ce qui est en ocre sur la carte, c'est-à-dire Istanbul, la ville de Constantinople. Les Britanniques, pendant tout le XIXe siècle, s'étaient opposés à ce que les Russes puissent prendre Constantinople. Tout d'un coup, voilà, Istanbul va être annexée par la Russie, et toute une zone à l'est, qui est dans la même couleur, qui correspond à un grand territoire qui pourrait être l'Arménie. Est-ce que ça va être annexé par la Russie, ou est-ce que la Russie va créer une Arménie qui serait un satellite? Ça, les accords Sykes-Picot ne se prononcent pas là-dessus. Les Russes feront ce qu'ils voudront dans ces deux territoires qui leur sont attribués. Pour les territoires attribués aux Italiens, aux Français et aux Britanniques, vous voyez qu'il y a deux couleurs, il y a une couleur plus foncée et une couleur plus claire. La couleur plus foncée correspond à ce qui doit être, d'après les accords, en administration directe du pays concerné, c'est-à-dire soit de la France, soit de la Grande-Bretagne, soit de l'Italie. Et ce qui est dans la même couleur, mais plus clair, c'est-à-dire bleu clair pour les Français, vert clair pour les Italiens, c'est ce qui va être une sphère d'influence. Une sphère d'influence est une notion compliquée, typique de cette époque coloniale. Il y a déjà eu, je vous en ai parlé, des sphères d'influence russes et britanniques en Iran à partir de 1907. Ça veut dire que le pays continue à avoir une indépendance nominale, mais la puissance qui bénéficie de la sphère d'influence fait un peu ce qu'elle veut dans sa sphère d'influence. Alors, les Français obtiennent toute la côte méditerranéenne de la Syrie, des territoires assez importants à l'intérieur, puis ensuite une sphère d'influence qui va jusqu'à Mossoul, aujourd'hui dans le nord de l'Irak. Les Britanniques obtiennent une zone en administration directe à Bagdad et Bassora, et la ville de Haïfa en Palestine, tout petit, là, maintenant ils ont besoin d'un port sur la Méditerranée pour gérer leur domaine dans cette région, et une sphère d'influence dans un territoire très largement désertique d'ailleurs qui relie l'Irak à l'Égypte. L'Égypte qui, elle, est déjà sous protectorat britannique et qui n'est pas concernée par négociation
de Sykes et Picot. Et puis, il doit y avoir cette zone internationale de Palestine, qui est une Palestine toute petite, plus petite que celle qui sera établie finalement après 1919, après la guerre. Mais cette toute petite Palestine, qui ne comprend pas Haïfa, qui revient aux Britanniques, elle devait être administrée conjointement par la Grande-Bretagne, la France et la Russie. Ça, c'est une des choses extraordinaires de cette histoire. On ne saura jamais comment ça aurait marché. Ça aurait été quelque chose d'extrêmement curieux. Les catholiques, la République française anticléricale disait « nous sommes les protecteurs des catholiques ». Les Russes disaient, le tsar orthodoxe disait la Russie est la protectrice des orthodoxes, et effectivement un nombre non négligeable d'orthodoxes, puis il y a des lieux saints chrétiens, donc ça concerne aussi les orthodoxes. Et puis, bon, l'Angleterre protestante utilisait moins l'argument religieux, à ma connaissance, mais c'était important pour la Grande-Bretagne d'avoir un mot à dire là, parce que c'est près de l'Égypte et du canal de Suez, et ça c'est vraiment important, et ça doit être surveillé par des gens sérieux, c'est-à-dire par des Britanniques. Alors, on voit sur cette carte la zone en bleu foncé attribuée aux Français dans la côte est de la Syrie, la côte ouest de la Syrie sur la Méditerranée, qui est ça apparaît dans les négociations avec Hussein, sans qu'on lui dise pourquoi, où les Britanniques savent que bon, il va falloir faire attention aux Français. Mais la zone attribuée aux Français s'étend beaucoup plus au nord, en Cilicie, qui est vraiment du territoire turc. Pas déjà, le peuplement est turc aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait partie de la Turquie. Alors, ces accords, ils vont être publiés en 1918 par les bolcheviks. Les bolcheviks prennent le pouvoir en Russie après le renversement du tsar à l'automne 1917. Ils dénoncent l'impérialisme du régime précédent et ils publient les accords Sykes-Picot, puisque ça avait été donné aux Russes. Et les Britanniques au Caire, les représentants de la Grande-Bretagne, qui sont en liaison étroite avec les dirigeants de la révolte arabe, qui est maintenant devenue assez importante. Au début de 1918, les forces britanniques à partir de l'Égypte, sont rendues en Palestine assez loin, et tout l'aile droite de cette opération militaire-là, c'est-à-dire tout ce qui est à l'est du Jourdain, c'est des opérations faites par les Arabes, et les deux choses se coordonnent. Les contacts, les représentants des Arabes au Caire demandent aux Britanniques qu'est-ce que c'est que cette histoire, et les Britanniques ont beaucoup de mal à expliquer ce dont il s'agit. À l'automne 1917, il se passe autre chose dont je parlerai dans une leçon ultérieure, c'est la déclaration Balfour, du ministre des Affaires étrangères britannique, qui déclare publiquement, cette fois c'est pas un truc secret du tout, que la Grande-Bretagne s'engage à favoriser après la guerre la création d'un foyer national en Palestine pour le peuple juif. Alors là aussi, il y a des Arabes qui demandent qu'est-ce que c'est que cette histoire, et les dirigeants britanniques qui disent on a dit un foyer national, on n'a pas dit un État, faut pas vous inquiéter trop de cela. J'en reparlerai. Alors, ce qui est remarquable et ce qu'on retrouve beaucoup dans la littérature sur cette période, et notamment dans les plaintes des Arabes, d'avoir été les victimes, après avoir contribué à la victoire contre l'Empire ottoman dans la guerre. Bon, leur contribution n'a pas été très importante, mais ils ont combattu contre l'Empire ottoman, ils font partie des vainqueurs, et qu'ensuite ils vont être extrêmement mal traités par les vainqueurs, beaucoup plus puissants qu'eux, et qu'il y a toutes ces promesses qui ont été faites. Alors, je crois qu'il faut bien comprendre que les promesses seront tenues ou non selon
que ceux à qui elles ont été faites seront capables de les faire respecter. Et que pendant la guerre elle-même, les gouvernements, et notamment le gouvernement britannique, ils étaient prêts à promettre presque n'importe quoi à n'importe qui. Notamment, ce qui est remarquable dans les accords Sykes-Picot, c'est de promettre Istanbul et le contrôle des détroits à la Russie. Donc ça, c'était vraiment une constante de la politique britannique. Et je pense qu'on peut se mettre dans la tête des dirigeants britanniques de l'époque, pas de se dire la priorité, c'est de gagner la guerre contre l'Allemagne. Pour gagner la guerre contre l'Allemagne, on a besoin de l'alliance de la Russie. La Russie est un allié, mais il faut la garder comme allié. Donc il faut dire aux Russes ce qu'ils souhaitent. Après la guerre, on verra bien. Est-ce qu'on sera obligé de tenir la promesse? Est-ce qu'on pourra trouver un prétexte pour ne pas la tenir? On verra bien. On verra bien après la guerre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour l'instant, il est avantageux de le promettre, donc on le promet. Et nous savons que dans le cas d'Istanbul, grâce à la révolution bolchevique, les Anglais n'auront pas l'obligation de tenir les promesses faites aux Russes, parce que le gouvernement russe de 1919-1920 ne demande pas du tout qu'on tienne les promesses. Au contraire, il dénonce le fait que ces promesses-là aient été faites au régime tsariste, impérialiste, qui a précédé le régime des bolcheviks. Pareil, la promesse faite aux Juifs, les promesses faites aux Arabes, les promesses faites aux Français. Dans le cas des Français et des Arabes, on comprend assez bien qu'en 1919-1920, les Français sont beaucoup plus importants pour les Britanniques que le sont les Arabes. Les Français ne sont pas tellement importants au Moyen-Orient, mais ils sont importants en Europe. Il faut régler le problème de l'Allemagne. Il y a une zone d'occupation militaire en Allemagne. Cette occupation, évidemment, c'est l'armée française, beaucoup plus que l'armée britannique qui s'en occupe. Les Britanniques, ils vont prendre certaines distances avec les Français dès 1919, et les Français vont beaucoup le leur reprocher d'ailleurs. Mais les Anglais ne peuvent pas se dissocier, se désolidariser complètement des Français pour plaire aux Arabes. Et donc, ils doivent tenir un peu les promesses qu'ils ont faites aux Français, et les Arabes sont moins importants. Ce qui est étrange, c'est qu'ils aient tenu la promesse faite aux Juifs sionistes, pas cette fameuse déclaration Balfour. Ça, c'est plus étonnant, mais ça peut s'expliquer. Je crois qu'on peut le faire, et j'y reviendrai dans une leçon ultérieure. Donc, la conférence de la paix s'ouvre à Paris au début de 1919, et les grandes puissances discutent entre elles, et elles règlent d'abord les questions les plus graves, c'est-à-dire d'abord le traité de Versailles. La conférence a lieu à Paris, mais pour signer les traités, on se déplace dans la banlieue. Le traité avec l'Allemagne est signé à Versailles, le traité avec l'Autriche est signé à Saint-Germain, le traité avec la Hongrie est signé à Trianon, le traité avec la Bulgarie est signé à Neuilly, et le traité avec l'Empire ottoman est signé à Sèvres. Et c'est lui qui vient en dernier, parce que d'une certaine façon, c'est moins important que les traités concernant les pays européens. Le traité avec la Bulgarie n'est pas bien compliqué. Et c'est dans l'Empire ottoman qu'il y a le plus de difficultés à s'entendre entre les vainqueurs qui veulent se partager les ressources de l'Empire. Alors, le traité de Sèvres, qui est signé en juin 1920 par les vainqueurs entre eux, et qui est imposé au sultan, qui siège encore à Istanbul, qui hésite beaucoup à signer, qui finit par signer. Il ne peut pas faire autrement, il y a des soldats britanniques dans sa capitale. Donc, il n'a aucun moyen de s'y opposer. Nous verrons dans la prochaine leçon que le traité de Sèvres, il ne sera pas appliqué pour ce qui concerne le nord de l'Empire ottoman, tout ce qui concerne les Turcs, tout ça, ça va être remis en cause, mais le traité de Sèvres décide le partage final des provinces arabes de l'Empire ottoman. Et deux choses ont changé
par rapport à 1916, le fait que les Russes sont hors de cause, donc on n'a pas besoin de leur donner Istanbul, mais on n'a pas besoin non plus de les associer à l'administration de la Palestine. Donc il faut trouver autre chose pour la Palestine. L'autre changement qui intervient entre les accords du temps de guerre et le traité signé en 1920, c'est l'intervention des Américains. Les États-Unis sont entrés en guerre en 1917, ils sont entrés en guerre en déclarant qu'ils ne sont pas les alliés des Français ou des Britanniques ou des Russes, qu'ils sont associés avec eux. Vous pouvez rencontrer ça dans vos lectures sur cette période, où on parle des puissances alliées et associées. Les associés, c'est les Américains. Les Américains participant à cette guerre sans reconnaître aucun des buts de guerre de leurs alliés. Les négociations du temps de guerre entre les autres, etc., ils ne veulent pas en entendre parler. Et les Français et les Britanniques, accessoirement les Italiens, insistent pour récupérer, il y avait les colonies allemandes en Afrique, il y avait des colonies allemandes dans le Pacifique, et puis il y a les provinces de l'Empire ottoman. Et les puissances européennes qui ont des empires coloniaux veulent agrandir leurs empires coloniaux dans ces régions-là. Wilson pense que la colonisation, c'est quelque chose de scandaleux, que les États-Unis sont la première colonie qui a conquis son indépendance. Pas les Américains vont utiliser ce thème-là de propagande beaucoup auprès des anciens colonisés en disant nous aussi, on est anciens colonisés comme vous, on a seulement obtenu notre indépendance avant les autres. Donc, Wilson, il est anti-impérialiste. Les Français et les Anglais le sont, enfin leurs dirigeants à ce moment-là, et la négociation entre eux aboutit à la notion de mandat. C'est-à-dire que c'est une invention de Wilson pour concéder des colonies, une expansion coloniale aux Français et aux Britanniques, sans que ce soit vraiment de la colonisation. Alors, l'idée, c'est que des territoires dont les habitants ne sont pas encore capables de se gouverner eux-mêmes parce qu'ils sont trop peu instruits, ces territoires seraient placés sous mandat d'un pays plus développé qui exercerait ce mandat sous contrôle de la Société des Nations. La Société des Nations aussi, c'est une idée de Wilson qui est créée par le traité de Versailles. Le traité de Versailles, c'est très long parce qu'il y a à la fois le traité de paix avec l'Allemagne et les statuts de la Société des Nations qui sont dans le traité de Versailles, qui est signé en juin 1919, qui est le premier des traités mettant fin à la Première Guerre mondiale, qui est signé dans la banlieue parisienne en 1919. Donc, cette administration ressemblant à une situation coloniale serait sous un contrôle international de la Société des Nations. Et surtout, il serait dit clairement que c'est provisoire et que c'est destiné à préparer l'indépendance. Et donc, c'est une forme de colonisation qui apparaît à l'époque comme beaucoup moins scandaleuse que la colonisation traditionnelle. Les autres colonies des Européens, en Afrique ou en Asie, n'étaient pas du tout perçues comme des choses provisoires. Nous savons que ça va prendre fin au cours du XXe siècle, mais ce n'est pas du tout comme ça qu'on le voyait en 1919 ou en 1920. Les Français colonisateurs, les Anglais colonisateurs pensaient que leur empire était là pour durer indéfiniment, sinon pour l'éternité. Alors que là, on a une colonisation, une tutelle qui est dite clairement temporaire, destinée à préparer l'indépendance et sous un contrôle international de la Société des Nations. Et beaucoup des gens du Moyen-Orient vont penser que les mandats, ça peut être une bonne idée. Mais cette notion sera détournée très vite par les Français et les Britanniques. Wilson va se retirer de la négociation à la fin de l'année 1919, et les Français et les Britanniques vont faire ce qu'ils veulent avec la notion de mandat. Mais il y a eu des gens qui ont demandé des mandats, notamment l'Arménie,
l'Arménie de 1920 qui est épouvantablement isolée, malheureuse, et qui va être absorbée, nous le savons, par la Russie bolchevique à la fin de 1920. L'Arménie a demandé un mandat américain. Les Américains ont dit il n'en est pas question, et les Italiens ont failli accepter d'obtenir le mandat sur l'Arménie. Et puis l'Arménie est absorbée par l'Union soviétique. Les Italiens n'ont évidemment aucun moyen d'intervenir à cet endroit-là pour protéger l'Arménie. Mais il y a eu des gens qui avaient le sentiment d'être des gens très, très faibles et ayant besoin d'une aide pour se constituer en État capable de devenir indépendant un jour, et qui ont accepté cette notion de mandat. Alors, le traité de Sèvres, il fait du Hedjaz, dont nous avons parlé tout à l'heure, et du Yémen, qui théoriquement faisait partie de l'Empire ottoman, qui est beaucoup plus au sud, qui est plus peuplé que le Hedjaz, mais beaucoup plus pauvre, beaucoup plus isolé. Le Hedjaz et le Yémen deviennent complètement indépendants. Et les mandats, ils vont être établis plus au nord. Alors, un mandat français sur la Syrie, ce qui, à l'époque, dans le langage de l'époque, inclut le Liban, mais moins étendu que ce qui était dans les accords Sykes-Picot. Dans les accords Sykes-Picot, la zone française, ça allait jusqu'à Mossoul, qui est aujourd'hui dans le nord de l'Irak, et qui va se retrouver dans le nord de l'Irak sous mandat britannique. La distinction entre l'administration directe et les sphères d'influence, ça disparaît de la notion de mandat. Le mandat, ça ne permet pas de faire ce genre de distinction. C'est supposé être une colonisation bienveillante, une colonisation de protection des populations. Cette distinction entre ceux qu'on administre directement et ceux envers qui on va avoir des sphères d'influence, ça disparaît. En pratique, nous le verrons très vite, en Irak, le mandat britannique va presque être appliqué correctement. En Palestine, il ne le sera pas du tout, parce que les Britanniques n'y arriveront pas. Ils essaieront, mais ils n'y arriveront pas. Et en Syrie et au Liban, les Français vont administrer ça comme si c'était une colonie pure et simple. Mais alors, ce qui est très choquant pour les Arabes, c'est que les mandats, c'est supposé aider ceux qui ne sont pas capables de se gouverner eux-mêmes. Et les mandats, on ne les applique pas au Yémen et au Hedjaz, qui sont les deux régions où les gens sont les moins capables de créer un État qui fonctionne. Et on l'impose en Syrie et en Irak. La Syrie qui est, de tous les pays arabes à ce moment-là, celui où il y a le plus de gens instruits, en proportion de la population, beaucoup plus qu'en Égypte, et beaucoup plus que n'importe où ailleurs dans le monde, dans les pays où les gens parlent l'arabe. Et donc la Syrie, qui était l'endroit où il était normalement le moins difficile de créer un État arabe, dans le cas de la Syrie, là, on leur impose un mandat français, et un mandat français qui sera appliqué beaucoup moins dans l'esprit du mandat. En Irak, ça a presque été appliqué dans l'esprit du mandat. Et donc, ça donne la division du monde arabe. Alors, il y a un discours considérable qui s'est développé ensuite, et qui s'est développé notamment dans les années 50 avec le rôle de Nasser, qui se présentait comme le leader de l'unification de la nation arabe qui devait aller du Maroc à l'Irak. Et l'idée que les accords Sykes-Picot d'abord, le traité de Sèvres ensuite, a imposé aux Arabes une division qui était scandaleuse et que c'est ça l'origine de leur malheur, etc. Et il me semble que c'est une reconstruction après coup, et que si on regarde ce qui s'est passé vraiment en 1919-1920,
et les trois royaumes arabes qui correspondent à Hussein, à la Mecque, roi du Hedjaz, il est reconnu comme ça officiellement par les Britanniques, Faisal, qui est proclamé par les nationalistes syriens à Damas comme roi de Syrie, et puis Abdallah, roi d'Irak, que cette division-là n'est pas absurde. Il n'est pas sûr du tout qu'il aurait été facile de gouverner l'ensemble de ces territoires-là comme un État unique. Ces hommes, les dirigeants hachémites, vont le diviser en trois, et il est symptomatique que Hussein garde auprès de lui à la Mecque son fils aîné qui s'appelle Ali. C'est très curieux cette histoire parce que celui qui est le plus célèbre, celui qui a joué le rôle politique le plus important, c'est Faisal. Et Faisal, c'était le troisième en ordre d'âge. Abdallah, qui a un rôle un peu moins important, est son aîné, et l'aîné des trois, c'est Ali. Et Hussein, il a gardé Ali à la Mecque pour lui succéder, parce que d'une certaine façon, c'est le royaume le plus important à ses yeux, à cause de la ville sainte. Très clairement, ces princes hachémites acceptent l'idée qu'il va y avoir trois royaumes arabes, et que ces trois royaumes arabes, probablement, vont coopérer entre eux, au moins au début, c'est des gens de la même famille. Mais qu'il va y avoir trois royaumes, qu'il ne va pas y avoir un État arabe unique. Et je crois que c'était raisonnable dans les conditions de l'époque, que la Syrie et l'Irak sont vraiment des pays très différents. C'est des pays très différents parce que la Syrie, c'est ce qui est au bord de la Méditerranée, c'est ce qui est au contact de l'Europe, c'est ce qui est le plus développé au sens que c'est là qu'il y a le plus de gens instruits, même si c'est une toute petite minorité de la population. C'est aussi la région où il y a le plus de chrétiens. Il y a un peu de chrétiens en Irak, mais il y en a beaucoup moins qu'en Syrie et au Liban et en Palestine. Et l'Irak, qui est proche de l'Iran, où il y a une population chiite très nombreuse, que l'Irak et la Syrie sont des pays différents. Où est exactement la limite entre eux, ça, on ne le sait pas. Mais l'idée que ces deux pays auraient pu être gouvernés avec une seule capitale et avec un seul gouvernement, c'est pas forcément évident, et l'établissement de deux royaumes différents a été accepté par énormément de gens dans le monde arabe à l'époque. Ce que les Arabes ont mal pris, c'est que ces royaumes ne soient pas indépendants. C'est le mandat. À la rigueur, le mandat, s'il est temporaire, s'il peut prendre fin rapidement, ça peut être acceptable. Et surtout, ce qui a été là considéré comme très choquant par les Arabes déjà à l'époque, ça n'est pas une reconstruction après coup, c'est la division de la Syrie. La Syrie, dans le langage courant pour les Arabes de l'Empire ottoman avant la guerre, même ou après la guerre, ça désigne tout le territoire qui va d'Alep au nord à Gaza au sud. Et la Palestine, là aussi on emploie le mot Palestine pour parler du sud, mais il n'y a pas d'unité administrative de la Palestine, il n'y a pas d'unité administrative de la Syrie dans l'Empire ottoman. Il y a des vilayets, et la Syrie est divisée en plusieurs vilayets, comme l'Irak est divisé en plusieurs vilayets, mais il y a dans la population la conscience que les vilayets qui sont au bord de la Méditerranée et que les vilayets qui sont en Mésopotamie, dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate, que ce sont des régions assez différentes. Ce sont des Arabes, ce sont des gens qui parlent arabe. Dans l'Empire ottoman, ils ont en commun de faire des revendications contre les Turcs qui les administrent. Mais l'idée de diviser la Syrie
hein, et la division contre laquelle les dirigeants arabes de l'époque protestent déjà à ce moment-là. En août 1919, la Société des Nations va envoyer au Moyen-Orient 2 Américains, messieurs King et Crane, qui vont faire un rapport. Et ils vont aller partout, ils vont aller à Istanbul, ils vont aller en Turquie, ils vont aller à Bagdad, à Damas, à Jérusalem, et ils vont poser des questions aux gens. Ils ne vont évidemment pas parler avec les paysans illettrés dans les campagnes, ils vont parler avec les gens des villes qui viennent les rencontrer pour leur dire ce qu'ils pensent. Et le rapport King-Crane, pour ce qui concerne les pays arabes, et notamment la Syrie, est extrêmement révélateur. Ces Arabes de Syrie, ils demandent un mandat américain. Tout le monde veut un mandat américain. Et ils disent, si on ne peut pas avoir un mandat américain, ou bien pas de mandat du tout, ou bien un mandat britannique. Mais surtout, le même mandat sur tout le territoire de la Syrie. Ce qu'on ne veut pas, c'est que la Syrie soit divisée en 2, entre le nord, que le traité de Sèvres attribue au mandat français, et le sud, la Palestine, qui va devenir un mandat britannique. C'est cette division-là entre le nord et le sud qui est considérée comme scandaleuse ou inacceptable par les Arabes de l'époque. Accessoirement, dans le rapport King-Crane, les Arabes de Syrie disent qu'ils n'acceptent pas la poursuite de l'immigration juive en Palestine, qui avait commencé avant la guerre, et dont je reparlerai plus tard. Donc, c'est ça le drame des Arabes de 1919. Je crois que ça n'est pas la séparation de l'Irak et de la Syrie, que ça c'était assez prévisible, assez normal pour les conditions sociologiques et politiques de l'époque, ce qui est imposé par les puissances impérialistes, c'est la séparation de la Syrie entre le nord et le sud et entre 2 administrations très différentes, l'administration britannique au sud et l'administration française au nord. Alors, comment ça s'est passé très rapidement dans ces deux zones sous mandat? Donc, l'Irak a un roi, Abdallah. Ce roi, les Britanniques vont le prier de démissionner pour le remplacer par son frère Faisal. Parce que Faisal, en 1920, il est renversé par les Français en Syrie. Les Français occupent la Syrie et chassent Faisal. Ils ne veulent pas s'entendre avec lui. Les Anglais, qui ont été l'allié de Faisal dans la révolte arabe, les Anglais sont embêtés. Et comme ils considèrent Faisal, pour des raisons qui m'échappent un peu, comme un type plus important politiquement que Abdallah. Ils vont demander à Abdallah, qui était roi d'Irak, de démissionner, de laisser le siège de roi d'Irak à son frère. Et Faisal va rester roi d'Irak jusqu'à sa mort dans les années 30. Il aura un fils et puis un petit-fils qui va être renversé et assassiné en 1958 lorsque l'Irak va devenir une république. Donc il y a un gouvernement local assisté par les Britanniques. Ce gouvernement local, il a énormément de difficultés à fonctionner. Dans l'entourage de Faisal pour gouverner l'Irak, on retrouve ces officiers ottomans d'origine arabe qui avaient été libérés par les Britanniques en 1916 pour devenir les cadres militaires de la révolte arabe du Hedjaz. Et certains de ces hommes vont jouer un rôle important dans le gouvernement de l'Irak, là aussi, jusqu'en 1958. Et donc l'Irak va devenir indépendant en 1930. Les Britanniques vont mettre fin au mandat en 1930 en signant un traité avec l'Irak pour que l'Irak reste un allié soumis de la Grande-Bretagne. Non, l'Irak du mandat britannique, c'est pas du tout quelque chose qui fonctionne parfaitement. Ce n'est pas non plus complètement un scandale par rapport à la définition du mandat comme une tutelle temporaire
sur un territoire pour permettre aux habitants de ce territoire d'avoir un gouvernement indépendant. Pour l'histoire très récente, lorsque les Américains ont envahi l'Irak en 2003 et se sont rendus compte qu'ils ne savaient pas du tout comment gouverner ce pays, un certain nombre d'Américains ont expliqué que le problème, c'est que l'Irak est un pays qui n'aurait jamais dû exister, que c'était une invention des Britanniques en 1919-1920, qu'un pays complètement artificiel, et que si l'Irak avait été fait bien par les Britanniques, bien les Américains n'auraient pas eu besoin d'intervenir en 2003, ou bien leur intervention en 2003 se serait bien passée. Ce qui est un argument, je crois, complètement stupide. L'Irak correspondait à une unité géographique. Alors c'est vrai que l'Irak a une population qui est divisée entre des sunnites et des chiites. Mais les Britanniques ne pouvaient pas créer deux États, un État pour les sunnites et un État pour les chiites, parce que les populations sont mélangées. Il n'y avait pas moyen de faire de frontières. Si les Britanniques s'en étaient pas mêlés du tout, peut-être que la frontière nord de l'Irak ne serait pas allée aussi au nord, et qu'une partie des Kurdes d'Irak aurait au contraire été rattachée à la Turquie. Et c'est parce que c'était les Britanniques qui administraient ce territoire que la Turquie, lorsqu'elle devient capable de fonctionner en 1921-22, ne va pas annexer ce territoire. Ce que probablement elle aurait pu faire et ce que probablement les Kurdes à l'époque auraient accepté, de considérer comme plus normal de continuer à être gouverné par des Turcs que d'être gouverné par des Arabes. Mais à part ça, s'il n'y avait pas eu d'Anglais, il y aurait eu un Irak quand même, et l'Irak ne pouvait pas être fait autrement. Les difficultés de l'Irak, après le mandat britannique, correspondent aux difficultés des nouveaux États qui ont du mal à fonctionner. Ce qui a été fait en 1919-1920 n'explique pas du tout l'échec américain en Irak en 2003, l'invasion américaine de l'Irak en 2003, je reparlerai dans ce cours, c'était juste une décision absurde. Alors en Syrie, le sud de la Syrie, la Palestine, va se retrouver sous le mandat britannique, et ça va être extrêmement difficile, et ça j'en reparlerai dans une autre leçon. Au nord, la Syrie se retrouve sous mandat français, donc on renverse Faisal en 1920 quand ils occupent le territoire. Les Français vont d'abord essayer de faire 5 régions ethniques, ce que les Américains reprochent aux Britanniques de ne pas avoir fait en Irak. 5 régions, une région pour les Alaouites, une région pour les chrétiens, une région pour les Druzes, une région pour les Kurdes et une région pour les autres. Et puis ils vont renoncer très très vite. Une seule de ces régions autonomes va être maintenue, c'est le Liban. C'est ce que l'on appelle le Grand Liban. Vous pouvez rencontrer ça dans vos lectures. Les Français ont créé le Grand Liban après 1920 sous leur mandat. C'est le Grand Liban parce qu'il est plus grand que le Liban qui existait dans l'Empire ottoman. Dans l'Empire ottoman, il y avait une province du Liban, une petite unité administrative dans la montagne, beaucoup plus petite que le Liban d'aujourd'hui, qui avait déjà une certaine autonomie et qui n'incluait notamment pas la ville de Beyrouth. C'était la montagne au-dessus de Beyrouth qui formait le petit Liban qui existait avant la guerre. Les Français créent un Liban beaucoup plus grand dans lequel il y a peut-être une majorité de chrétiens à ce moment-là, chrétiens dont les dirigeants sont souvent pro-français, sont souvent favorables au mandat français, qui leur évite d'être absorbés dans une Syrie plus grande qui serait à majorité musulmane. Dans ce Liban dominé par les chrétiens, créé par les Français, il y a des régions avec une population musulmane nombreuse, c'est moitié-moitié la population chrétienne et la population musulmane, même au moment de la création du Liban. Très vite, les musulmans vont devenir plus nombreux que les chrétiens, et ces musulmans, leurs leaders, ont protesté contre le fait d'être rattachés au Liban, notamment la ville de Tripoli. Au Liban, il y a une grande ville, Beyrouth, et puis il y a une deuxième ville importante dans le nord, Tripoli, qui est une ville presque entièrement musulmane, et les notables de Tripoli ont protesté solennellement contre leur
leur rattachement au Liban par les Français, parce qu'eux, ils voulaient rester rattachés à la Syrie. Donc là, on crée une des choses qui sera le problème du Liban pour le long terme. En même temps, les Libanais, sous le mandat français, sauront manipuler les Français pour créer un système politique qui leur convienne. Le système confessionnel qui est mis en place au Liban sous le mandat français n'est pas mis en place par les Français. Il est mis en place par des Libanais sous la protection des Français. Mais ce n'est pas les Français qui ont inventé ça. Il y a une intelligence politique des Libanais qui a été utilisée là. Ils ont su manipuler les Français. Les Syriens n'ont pas les mêmes raisons d'avoir certains d'entre eux qui sont favorables au mandat français. Le mandat français va s'exercer de façon assez absurde, je crois, en Syrie. Il va y avoir une multiplication de révoltes et de répressions en Syrie sous le mandat français. Je crois que le mandat français au Liban a laissé un héritage institutionnel qui a fonctionné assez bien après l'indépendance du Liban et qui n'était pas forcément quelque chose de catastrophique. Le mandat français a eu des effets catastrophiques. Dans le cas de la Syrie, ces deux pays deviendront pleinement indépendants après 1945. J'en reparlerai dans une leçon ultérieure. Bon, en quelques minutes, je veux juste évoquer très très vite les conséquences de la guerre dans deux autres pays arabes, l'Égypte et le Hedjaz. Alors, en Égypte, qui participe à la guerre parce que son territoire participe à la guerre, parce que l'économie égyptienne participe à la guerre, mais où le gouvernement égyptien n'a absolument pas son mot à dire, lorsque commence la négociation à Paris, des dirigeants égyptiens, dirigés par un homme qui s'appelle Zaghloul, je ne suis pas sûr de le prononcer comme il faut, qui avait été ministre déjà dans des gouvernements égyptiens avant la guerre. L'Égypte a un gouvernement sous le protectorat britannique. Toutes les choses importantes, c'est les Britanniques qui décident, mais il y a des choses dans le gouvernement de l'Égypte qui sont réglées. Je pense que Zaghloul avait été ministre de l'Éducation, quelque chose comme ça, dans le gouvernement égyptien avant la guerre, et il prend la tête d'une délégation qui se rend à Paris pour présenter la demande d'indépendance de l'Égypte à la conférence de Paris. Wilson a publié ces fameux points pendant la guerre, pour soutenant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc. Les Égyptiens pensent une très bonne idée pour eux et qu'ils pourraient bien participer à cette négociation. Alors les Britanniques s'opposent à ce qu'on reçoive les Égyptiens à Paris, à ce qu'on les écoute. Zaghloul va être déporté à Malte, etc. Il va y avoir une révolte en Égypte pour demander l'indépendance. Et cette délégation envoyée à Paris est à l'origine d'un parti, le Wafd. Le Wafd en arabe, ça veut dire délégation. Le parti du Wafd, créé par cet homme, Zaghloul, qui va devenir le principal parti politique en Égypte pendant la période suivante. Il y a un parti indépendantiste en Égypte, il y a des Britanniques qui vont proclamer la fin du protectorat sur l'Égypte en 1922. Je veux dire, le protectorat est fini, mais nous gardons des forces armées dans la zone du canal de Suez pour des raisons de sécurité. Nous continuons à contrôler l'administration du Soudan. Vous vous souvenez que le Soudan était un condominium anglo-égyptien. C'est-à-dire que c'était l'Égypte qui payait les fonctionnaires, mais c'était les Britanniques qui étaient les fonctionnaires coloniaux au Soudan. Donc les Britanniques gardent aussi le contrôle de la justice concernant les étrangers en Égypte, enfin toute une série de choses qui restent sous le contrôle des Britanniques. En fait, l'Égypte redevient un protectorat non déclaré. L'Égypte avait été un protectorat non déclaré jusqu'en 1914. Elle est un protectorat déclaré de 1914 à 1922. Elle redevient un protectorat non déclaré après 1922, avec énormément de gens, dont ce parti, le Wafd, qui est le parti indépendantiste égyptien dans cette période. J'aurai l'occasion d'en reparler un tout petit peu
dans des leçons ultérieures. Alors, le Hedjaz indépendant ne va pas survivre. Il va être victime d'un voisin dans le Nejd, la région plus à l'est. Le Nejd, c'est l'est de l'Arabie saoudite d'aujourd'hui. Dans cet endroit, il y avait un chef, comment faut-il l'appeler, tribal et religieux en même temps, un dénommé Abdelaziz ibn Saoud, ce qui veut dire Abdelaziz, fils de Saoud, qui, en 1924, conquiert le Hedjaz et établit en 1926 le royaume d'Arabie saoudite, qui a été créé avec ce nom-là parce que c'était le nom du père d'Abdelaziz. Abdelaziz va mourir en 1953. Tous ses successeurs, il en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, sont des fils de Abdelaziz. Il a eu je ne sais pas combien de fils, avec je ne sais pas combien d'épouses, et les fils succèdent entre eux. Ce sont toujours de frère en frère qu'on se passe le flambeau du royaume en Arabie saoudite. Et Hussein se réfugie dans l'émirat de Transjordanie qui a été créé par les Britanniques pour donner un refuge à Abdallah. Quand ils ont demandé à Abdallah de démissionner comme roi d'Irak, ils lui ont proposé de devenir émir de Transjordanie. Très curieusement, cette famille hachémite, qui a un rôle politique très important à cette époque-là, il ne reste plus de son héritage politique que le royaume de Jordanie. Le royaume de Jordanie, le roi Abdallah de Jordanie d'aujourd'hui est l'arrière-petit-fils du premier roi de Jordanie qui était Abdallah, qui était lui-même le fils de Hussein, shérif de la Mecque avant de devenir roi du Hedjaz. Donc l'Arabie saoudite, la création de l'Arabie saoudite en 1926 n'est pas vraiment la conséquence de la Première Guerre mondiale, mais ça finit d'éliminer ce qui a été une des conséquences de la Première Guerre mondiale dans le monde arabe, c'est-à-dire ce royaume du Hedjaz. Et les familles hachémites, ensuite il va y avoir un royaume hachémite d'Irak qui va prendre fin en 1958, et un émirat hachémite de Jordanie qui devient le royaume de Jordanie en 1945, si ma mémoire est bonne, et le royaume de Jordanie qui existe toujours. Quelquefois on l'appelle le royaume hachémite de Jordanie, parce que le roi appartient à cette famille qui a joué ce rôle important à cette époque-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Nous allons continuer à parler du règlement de la Première Guerre mondiale. On va reparler du traité de Sèvres dans la prochaine leçon. Je vous remercie de votre attention.